Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute! Aujourd'hui, je vous présente une belle conversation spontanée que j'ai eue au téléphone avec Mériole Lehmann, qui est un artiste photographe qui s'intéresse plus particulièrement au monde agricole. Mériole fait ses recherches, entre autres, à travers différentes sciences, comme l'agronomie, la géographie, l'anthropologie et la sociologie. Des sciences qui se reflètent à travers son travail et ses réflexions. Mériole, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de te téléphoner aujourd'hui parce que j'ai eu envie qu'on parle de ton travail et de l'importance que ça a. Parce que tu vas régulièrement à la rencontre des entrepreneurs agricoles et tu fais le pont entre eux, les transformateurs et les consommateurs. Et tout ça afin de mettre à jour les enjeux et les réalités du secteur. Pourrais-tu nous mettre un peu en contexte pour nous aider à mieux comprendre ta démarche? En fait, c'est ma démarche artistique, elle découle de tout un travail de recherche que j'ai fait dans les 4-5 dernières années. En fait, ce travail-là de recherche, il arrive d'une constatation que j'ai faite et qu'on peut aisément documenter, là, qui a été étudiée, là, notamment en géographie, en sociologie, là, dans plusieurs sciences. C'est cette idée que l'espace rural, la campagne, est représenté d'une façon idyllique qui ne correspond pas à la réalité du territoire. Et c'est vraiment cet aspect-là qui m'a intéressé. Moi, je suis fils et frère d'agriculteurs. Comme beaucoup de familles d'agriculteurs, ça remonte très, très loin, là, plusieurs générations. Et j'étais toujours agacé par la rupture qu'il y avait entre la réalité que je connais du monde agricole et la façon dont on le représente. C'est-à-dire que ce soit dans les médias, que ce soit dans les publicités, que ce soit dans les emballages. Un des exemples le plus facile que je peux donner, c'est par exemple les images qu'on retrouve sur les pintes de lait, où on nous montre une agriculture qui date des années 50, des petites fermes en bois avec des stylos, les vaches qui sont dehors dans les champs. Des fois, il y a même des choses absurdes, comme par exemple des vaches qui sont dans un champ mais qui viennent d'être fauchées puis qu'on voit les andins. Alors, des choses comme ça qui frappent quand on est agriculteur, on comprend bien que c'est pas notre réalité. Et j'avais envie, à travers de mon travail d'artiste et de photographe, essayer de montrer cette réalité-là. Une des choses que je trouve ce que ça nous amène, cette distorsion entre la représentation du monde agricole puis la réalité du vécu là, du milieu, c'est qu'on n'est pas capable, en tant que société, d'avoir des discussions intelligentes autour du monde agricole parce que la majeure partie des gens qui sont donc les populations urbaines, l'image qu'elles ont du monde agricole sont biaisées par des fausses informations. Et donc, je trouve ça très problématique. Je trouve que de montrer cette image-là d'une agriculture qui date des années 50, ça ne rend pas service à personne, puis ça permet pas d'avoir une discussion de société sur tous les enjeux qu'on vit et les enjeux du monde agricole, mais évidemment, ce n'est pas uniquement la campagne et le milieu rural qui ont à dealer avec, parce que c'est un impact sur toutes les populations urbaines, notamment parce que notre alimentation vient de là. Je trouve ça important de travailler pour essayer de proposer une version plus réaliste de ce qu'est l'agriculture aujourd'hui. Pour moi, c'est très important que les agriculteurs se reconnaissent dans les images que je réalise, qu'ils aient l'impression que ça corresponde à leur vie, à leur réalité. Et j'espère par ça amener les citadins à réfléchir aux gestes qu'ils posent comme consommateurs. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi le biais de l'art, de la photographie comme médium pour aller au-devant, pour faire passer le message et puis continuer la conversation?
Il y a différentes façons de travailler. Par exemple, dans les pratiques documentaires, on va avoir des gens qui ont des pratiques documentaires qui sont très frontales, très militantes. On peut penser par exemple à Michael Moore aux États-Unis, mais on a aussi d'autres artistes au Québec qui pratiquent l'art documentaire qui peuvent avoir justement une pratique comme ça très frontale, très militante. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je reconnais l'importance de ces pratiques-là. Et donc, je pense qu'on a besoin de gens qui vont brasser un peu la cage, mais je pense aussi qu'on a besoin de gens qui peuvent nous amener à réfléchir, mais d'une façon qui n'est pas dans la confrontation. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mon travail de photographe. Donc, l'idée n'est pas d'amener un jugement sur une forme d'agriculture plutôt qu'une autre. Pour moi, toutes les formes d'agriculture sont pertinentes, je dirais, mais je pense que c'est d'avoir un dialogue ouvert et respectueux qui nous amène ça. Et mon travail en photographie, je trouve, permet ça, parce que l'idée dans mon travail, c'est que je ne pose pas de jugement sur ce que je vois. Je fais juste montrer ce que je vois, ce qui m'interpelle. Et je m'attends à ce que le public, le spectateur, développe son propre jugement par rapport à ce qu'il voit. Mais c'est sûr que si on a l'impression, si ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité, c'est une agriculture qui date d'il y a 70 ans en arrière, mais les gens ne sont pas capables de se faire une idée juste. Okay. Les gens ne comprennent pas les enjeux. Il y a plein d'enjeux en agriculture actuellement que les gens ne connaissent pas du tout. Je pense par exemple à de l'agriculture de précision puis de l'arrivée du numérique en agriculture. Quand on véhicule une image de l'agriculture qui date des années 50, on a l'impression qu'Internet ne s'est pas rendu dans les campagnes, alors que c'était un enjeu là, très important et qui est en train de bouleverser la façon de faire, de produire. Si on pense que c'est encore se promener en salopette avec un petit tracteur rouge, pas de cabine, puis les vaches qui se promènent de façon libre autour, ben c'est sûr que quand on est confronté à la réalité du monde agricole, on comprend pas ce qui se passe. Il y a toute la question aussi de la détresse psychologique chez les agriculteurs. La façon dont on nous présente la campagne, c'est un lieu de repos, c'est un lieu de paix. Tous les citadins veulent aller en campagne pour se ressourcer. Toutes ces choses-là, je trouve que c'est important de les amener dans la conversation, mais je le fais pas nécessairement de façon frontale. Une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est quand tu m'expliquais comment ça se passe sur le terrain lorsque tu rencontres les entrepreneurs agricoles. Au début, ils comprennent pas trop ce que tu viens faire, mais tu leur montres assez rapidement que tu connais le milieu, le vocabulaire et que toi-même tu as grandi sur une ferme laitière. J'aimerais que tu nous expliques comment tu t'y prends pour percer leur bulle. Oui, je trouve ça très important. Donc, rapidement, sur la façon dont je fonctionne, je vais à la rencontre des gens, mais souvent de façon impromptue. Il y a des gens avec qui je vais avoir des rendez-vous parce que je vais prendre plus de temps, etc. Mais souvent, c'est vraiment des rencontres. Par exemple, durant la période des récoltes, je vais me promener dans les rangs, je vais arrêter quand je vois des gens qui travaillent, je vais demander la permission de les photographier. Et puis, souvent, j'en profite pour nouer une conversation. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas uniquement la photographie, mais c'est la rencontre que j'ai. Alors, je comprends bien que ces personnes-là, elles ont du travail, hein, surtout à l'époque des récoltes, là, on dort pas beaucoup d'heures. L'idée n'est pas non plus d'abuser sur le temps que je prends, mais juste d'avoir une courte rencontre. Pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est vrai que on a, comme société, développé une méfiance par rapport à la photographie, en se demandant est-ce que la photographie qu'on prend de moi ou de mes activités peut être utilisée contre moi? Pourquoi une personne veut faire des photographies? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et donc, cette méfiance-là, pour moi, c'est important de leur faire comprendre que je ne suis pas là avec un agenda caché, mais que dans un premier temps, je connais leur réalité. Je proviens de ce milieu-là, même si je suis devenu artiste. J'y suis encore très proche, donc je connais bien leur réalité. Je parle le même langage qu'eux. Je n'arrive pas avec un jugement puis une idée préconçue. Et puis aussi, je vais m'intéresser, je vais poser des questions sur comment ça va les récoltes cette année, etc. Fait que tout de suite, là, il y a un lien qui se développe. Et ce qui m'intéresse là-dedans aussi, je nomme que je suis artiste. Parce que si je nomme que je suis photographe, ils vont se dire, c'est un photographe pour la terre de chez nous, pour le bulletin des agriculteurs, puis ils se posent pas plus de questions. Le fait de nommer que je suis un artiste, ça fait, voyons,
Un artiste, c'est quelqu'un qui peint des tableaux, là. C'est pas quelqu'un qui vient faire des photos d'un tracteur puis d'une moissonneuse-batteuse. Les gens se posent des questions quand t'arrives, tu dis, écoute, je vais prendre des photos et puis, Oui, parce qu'ils comprennent pas vraiment c'est quoi le but? qu'est-ce que ça fait un artiste, c'est quoi le but, C'est etc. ça. Mais déjà là, moi, je trouve ça intéressant parce que juste de les amener à se poser la question, Oui. ça amène toute la question de l'art. À quoi ça sert l'art, tu sais? Et puis, je trouve que l'art, une de mes professeurs, en fait, ma directrice de recherche à la maîtrise, avait toujours cette phrase formidable où elle dit que l'art est une marge de manœuvre. Et c'est ça que je trouve intéressant avec l'art, c'est que l'art nous permet d'avoir plus de souplesse quand on pose un regard sur quelque chose, parce qu'on n'est pas pris dans le fait de devoir respecter des barèmes scientifiques. Donc, il y a toute une liberté autour de l'art qui permet d'aborder ces conversations-là d'une façon différente. Et c'est ça que je trouve intéressant avec une pratique artistique. Une pratique artistique n'est pas nécessairement là pour ramener des solutions à des problèmes complexes. Il y a des gens dont c'est le métier, que ce soit en sociologie, en anthropologie, en géographie, en agronomie, en fait, toutes les sciences qui s'intéressent au monde rural et aux gens qui y vivent. Ça, c'est leur métier. L'art permet de s'intéresser à ces mêmes choses, mais l'art donne une souplesse, donne une façon d'aborder la conversation qui est peut-être plus légère. Euh, et aussi, je dirais que l'art, hein, ce qui est important de ramener, là, quand on parle d'esthétique, ben, la question de l'esthétique, c'est la question des sens. C'est la façon dont on est sensible à quelque chose. Et donc, l'art, c'est ça. C'est la façon dont moi, je suis sensible au territoire rural et que je le partage à d'autres pour en appeler à leur sensibilité face à ces images-là. Et dans ma pratique, qui est une pratique qui est une pratique documentaire, j'essaye donc de faire appel à cette sensibilité-là, mais aussi d'amener les gens à développer une position critique. C'est-à-dire pas uniquement de trouver ça beau, mais de les amener aussi à se poser des questions. Et une question toute simple, par exemple, c'est ben, moi comme consommateur, qu'est-ce que je peux poser comme geste pour être en cohérence avec mes valeurs et soutenir correctement l'agriculture québécoise. Donc, c'est sûr que quand on est plus sensible à ces questions-là, ben ça se peut que la prochaine fois qu'on va y acheter des fraises de la Californie au Costco, on va hésiter. Puis on va se dire, ben peut-être que mon argent, il pourrait servir à acheter des produits québécois parce que je suis sensible à ça, parce que je suis sensible aussi à différents enjeux, comme par exemple tous les enjeux climatiques liés au transport de ces produits-là à partir de la Californie, tous les enjeux liés justement au climat californien où on est en train d'épuiser complètement l'eau, les enjeux liés aux travailleurs illégaux qui sont des Mexicains, des Guatémaltèques, etc., mais qui sont souvent des immigrants illégaux qui sont dans des conditions qui, à mon avis, sont proches de l'esclavage. Donc, on peut choisir comme consommateur de ne pas soutenir ce type de production-là et de plutôt soutenir de la production locale, faite au Québec, qui va être en accord avec nos valeurs. Alors, encore là, c'est pour être capable de prendre ces décisions-là, il faut être sensible à ces questions-là, donc il faut les aborder. Et moi, je le fais par le biais de mes photographies. Myriol, tu fais un travail de photographie, mais aussi tu écris sur le sujet. Parce que pour les gens qui nous écoutent, on pourrait se dire, OK, il y a des photos qui sont réalisées, il y a un travail artistique visuel, mais ton travail est accompagné d'une rédaction. Donc, tu écris sur le sujet, tu nous fais part des idées derrière ton travail. Y a-t-il toujours un espace dédié à l'écriture? Oui, dans mes expositions, il y a toujours une place importante du texte qui vient contextualiser les photographies. Encore là, dans la pratique d'un documentaire critique, c'est important d'amener le texte pour contextualiser les images, pour donner du sens aux images. Le problème, c'est qu'une image toute seule, on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. Et il y a place à interprétation. Et il y a une place à l'interprétation, exactement. Alors, par exemple, si je montre une photo d'une ferme au printemps avec les champs, etc.,
les gens ils vont faire comme wow, c'est beau. Moi, dans la ferme que je vais documenter, je vais lire plein de choses. Par exemple, je vais lire que la place à fumier à l'arrière n'a plus de fumier et qu'il y a des signes évidents qu'il n'y a plus d'animaux dans cette étable-là et donc on est en face d'une étable abandonnée. Et ça, ben, ça soulève toute la question de la capacité de la relève à acquérir des fermes. Alors, si j'en parle pas dans mes photos, les gens qui ne connaissent pas assez tous les détails fins du monde rural vont juste trouver ça joli sans se poser des questions. Si je leur explique qu'il y a des défis extrêmement importants dans la transmission des fermes aux nouvelles générations, oups, la photo, elle prend un autre sens. Alors, c'est vraiment important pour moi de toujours contextualiser mon travail. De la même manière, là, je travaille depuis 2018 avec un producteur de grande culture dans la Naudière qui est en production bio. J'ai réalisé en fait, une exposition là, dédiée à son exploitation, mais j'y retourne régulièrement pour faire des photos. Et encore là, par exemple, si je montre une photo prise par drone qui montre sa moissonneuse-batteuse en train de faire une récolte de soya, les gens vont faire, ben, c'est une photo de récolte. Ils se poseront pas davantage de questions. Si j'indique que c'est de la production bio, ben pour le citadin, ça vient le frapper un petit peu. Parce que le citadin, dans l'imagerie qu'on a de la production bio, ce qu'on met de l'avant, c'est les petits maraîchers, c'est des petites productions peu mécanisées. Puis là, ben, quand il voit une batteuse avec une barre de coupe de 50 pieds, ben, c'est pas vraiment son idée de la production bio. Mais si on veut être capable d'aller acheter du tofu puis du lait de soya chez Rachel Berry pour l'ensemble de l'île de Montréal, ben on fera pas ça à la main. Il n'y a plus assez de monde dans les campagnes pour alimenter la ville de cette façon-là. Encore là, si j'en parle pas, si je donne pas des explications puis que je montre juste une photo de batteuse, ça reste une photo de batteuse. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ça, c'est de la production biologique et que la production biologique, ben, c'est plus quelqu'un qui fait ça à la main ou avec un motoculteur, mais que ça se fait avec une batteuse de 3/4 de million, de 1 million, qui est guidée par GPS, puis qui ramasse 50 pieds de soya d'une seule shot. Fait que ça change pas mal la compréhension qu'on a de ces questions. Après avoir fait le tour de plusieurs enjeux, de plusieurs questionnements, c'est quoi les concepts, les idylles, les idées romantisées les plus fréquentes chez les consommateurs? En fait, les concepts les plus fréquents, l'idylle rurale, c'est principalement cette idée de la campagne comme havre de paix, de tranquillité, de calme. Cette idée que les agriculteurs vivent en communion avec la nature, dans la paix et l'harmonie. Alors oui, il y a une harmonie avec la nature, en tout cas une certaine façon d'être en harmonie avec la nature, mais peut-être pas celle que les citadins s'imaginent. Fait que c'est sûr que toute cette vision-là, quand on est dans cette idée-là de la campagne comme lieu de paix et de tranquillité, puis qu'on se boucle une fin de semaine de vélo dans les cantons de l'Est, puis qu'on se retrouve en arrière d'un John Deere de 300 forces qui est en train de sortir un 60 tonnes de purin, puis qui fait de la poussière puis du bruit, ben, on n'est pas super content comme vélo, puis on bougonne après ces gens-là. Mais ces gens-là, c'est eux qui nous nourrissent. Effectivement. Et qu'est-ce que tu retiens de ces rencontres avec ces gens du secteur agricole? Ben, ce que je retiens, c'est que ces gens-là, ils ont beaucoup de fierté à faire ce qu'ils font. Ça, c'est vraiment la chose qui me frappe toujours, à quel point les gens sont fiers de faire ce métier, de nourrir les autres. Et parallèlement à cette fierté-là, beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire, puisque eux sont fiers de ça, ils ne comprennent pas les critiques qui peuvent avoir lieu à leurs égards parfois. Alors, on a vu, tu sais, il y a eu toute la période de productivisme où, après la Deuxième Guerre mondiale, on a demandé aux agriculteurs d'augmenter leur production pour être capables de nourrir les populations qui habitaient en ville. Et puis, avec l'arrivée des années 90, il y a eu ce qu'on appelle le post-productivisme, où là, on a eu beaucoup de critiques, notamment au niveau des questions environnementales. Il y a eu en Europe toute la question de la vache folle, le traitement des animaux. Et tout ça, c'est venu beaucoup affecter la relation qu'avaient les urbains et les ruraux.
Et ça, ben, je retiens, je dirais, en plus, il y a cette fierté-là qu'ils ont de faire leur métier, mais il y a une amertume de se rendre compte que cette fierté-là n'est pas partagée. Des fois à tort, des fois à raison, mais c'est beaucoup une question d'incompréhension là, entre tout le monde. En terminant, Myriol, as-tu des projets en tête, des projets futurs? Qu'est-ce qui te reste à faire? Et il me reste tout à faire parce que ça ne s'arrête jamais. Il y a quand même deux grandes lignes qui vont orienter mes travaux de recherche et mes travaux artistiques dans les prochaines années. La première ligne, c'est les changements climatiques. Je trouve ça impossible en tant qu'artiste qui s'intéresse au monde rural de ne pas tenir compte de ce qui est en train d'arriver avec les changements climatiques parce que l'agriculture va être frappée aux premières loges. Et ça, donc, pour moi, c'est essentiel. C'est inévitable. Je ne vois pas comment je ne pourrais pas en parler. Tellement c'est quelque chose de gros et d'important. Et une partie de la réponse va venir du monde agricole, évidemment, mais ça va vraiment frapper le monde agricole de plein fouet. On commence déjà à le voir et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Et le deuxième point, c'est vraiment toute cette question-là de la numérisation de l'agriculture avec les enjeux éthiques liés à ça, mais aussi parce que ça me fascine, toutes les possibilités que ça peut avoir. Donc, c'est encore là, c'est de ne pas dénigrer ça, mais pas non plus de faire comme si c'est une solution miracle. Ce qui m'intéresse encore, c'est d'avoir un regard critique là-dessus, de voir les pour et les contre, et d'en parler à travers ma pratique artistique pour amener les gens à se poser des questions et à y réfléchir à ces enjeux-là. Vous venez d'entendre un reportage de Sarah Giard pour Agro-Québec Média. J'espère que la conversation vous a plu. Je vous invite à suivre Myriol Lemann via Facebook et Instagram. Également, vous pouvez retrouver l'ensemble de son travail sur son site web mlemann.ca. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.